tous avoir des lunettes de soleil de façon à ne pas être reconnus, puisque, en dépit de... sans doute que je vais provoquer quelques déceptions, notre véritable nom n'est pas Hachi, n'est pas et n'est pas non plus Hachi. Donc c'est le nom d'un collectif. Alors en fait, c'est le nom d'un collectif, alors ça peut paraître un peu étrange, mais en fait ça vient tout simplement, ce nom, on l'a choisi à partir d'un spéculateur de l'art, qui est en fait un publicitaire londonien qui s'appelle Charles Saatchi, et qui a fait fortune dans l'art business. Et donc, qui a fait fortune en spéculant sur de jeunes artistes, dont l'un s'appelle Julian Schnabel. Et donc, il a placé sur les conseils de Castelli qui était, parce qu'il est décédé maintenant, un des plus grands galeristes new-yorkais, celui qui a lancé le pop art aux États-Unis. Et donc, sur ses conseils, il a préacheté des travaux que faisait Schnabel. Et donc, il était prévu que Schnabel fasse 400 travaux de grand format par an pendant plusieurs années. Et à la suite de quoi Saatchi a, toujours sur les conseils de Castelli, a acheté des tableaux de maîtres anciens qu'il a offerts à 3 musées, au Metropolitan Museum de New York, à la Whitechapel à Londres et à la National Gallery à la Tate, je dis des bêtises, à la Tate Britain à Londres. Et à partir de ce moment-là, quand on est un généreux mécène, on devient ce qu'on appelle, dans les institutions internationales, un trustee, c'est-à-dire qu'on rentre au conseil d'administration. Et une fois entré au conseil d'administration, comme il avait été un généreux mécène, bien sûr, personne n'a pu lui refuser sa demande, qui était de faire des rétrospectives sur un jeune artiste américain extrêmement prometteur, qui s'appelle Julian Schnabel. Et donc c'est quelqu'un qui a multiplié sa mise de fonds par 400. Il a gagné 400 fois ce qu'il a investi. Alors mes sources, c'est le journal Le Temps de Genève, de 2007, et puis un article de Jean-Luc Chalumeau, qui enseigne l'histoire de l'art, paru dans l'Humanité en 2008. Voilà. Et donc nous on a décidé de s'appeler Hachi, donc par rapport à Saatchi, parce qu'on a supprimé le S de spéculateur. Et par ailleurs, ça nous permettait, dans le référencement de Google, de passer devant Saatchi, parce qu'on était AA et non plus à la lettre S. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un article dans Monde Diplo, pas du mois dernier, du mois d'avant, sur ce système-là. Alors, ça ne parle pas de Saatchi, mais ça parle de ce système spéculatif. Alors, le groupe Hachi, en fait, c'est Antoine Pérus, Serge Mauger et moi-même. Voilà. Donc, alors, tant pis. Voilà. Alors, peut-être, disons que l'idée, c'est qu'on aborde un certain nombre de sujets. Le projet, qu'on vous présente le projet, qu'on vous présente notre façon de travailler, la façon dont le projet a été développé, ce qu'il va advenir dans le futur, parce que le projet n'est pas encore bouclé, même si il est maintenant bien avancé. Et voilà, il vous parlait du guide papier qui est sorti un peu plus vite que prévu, qui devait sortir à partir du 15 juin, mais qui est sorti. Là maintenant, on a tous les exemplaires, on les a signés, numérotés. Donc les souscripteurs pourront bien sûr récupérer leur guide dès maintenant. Et puis, les gens qui désireraient l'acquérir, bien sûr, pourront le faire. Voilà. Et on pourra aussi vous parler très rapidement, l'idée de l'art dans laquelle on entre pour ce travail-là et pour un travail qu'on a fait précédemment en 2008, qui s'appelle l'art contextuel et qui est une partie de l'art qui n'est pas très connue, puisqu'elle ne se déroule pas justement entre les murs d'un musée. Donc effectivement, il n'y a pas de lieu pour ça. Serge, tu peux peut-être commencer à expliquer notre projet, peut-être ? Si je veux. Il y a toujours des tensions dans un décor. Et il faut bien dire qu'après ce projet-là, ça donne assez envie quand même de travailler chacun de son côté. Non, en général, on est d'accord sur rien. Déjà, Jean, ce matin, ça a été chaud
le match contre la Roumanie. Non, pas du tout. C'est normal que la France ait gagné. Enfin, je sais pas quoi. C'est les Romains. T'as vu comment ils jouaient. Enfin, bref, on va pas réussir à se mettre d'accord une fois de plus. Pas plus que sur ça. Ce qui fait que je ne sais pas si c'est de l'art contextuel, parce que moi j'ai y compris envie de récuser tout ce qui pourrait être conceptuel et trop ciblé, théorique, des choses comme ça. Bon. Donc la question qu'on se pose et auquel on n'apporte pas forcément tous les mêmes réponses, c'est qu'est-ce qu'on a fait au juste. Il y a un objet, il y a 4 ans on peut appeler ça travail si on veut, mais enfin bon, il y a 4 ans d'événements, il y a 80 et quelques personnes qui ont été assez décalées pour se prêter à ce jeu ou cette expérience, enfin des choses comme ça. Je pense que le coupable essentiel, c'est quand même Jean-Yves, hein, qui a réussi à manipuler tout ce monde-là pour arriver à les mettre dans des situations assez intenables, hein, pour certains. Enfin, avec les flics, hein, derrière eux, pour se demander ce qu'ils faisaient dans ce musée, à marcher en comptant leurs pas, faire des photos, des repères, regarder autour de soi. Enfin, on a un autre coupable ici, Patrice Monchy, donc, qui a été un de nos correspondants anonymes sur place, qui a mesuré et tout. Et effectivement, lui n'a pas eu trop d'embêtements. Tu as fait quand même plusieurs musées. C'est ça. Mais c'est vrai que quand Serge parlait tout de suite des flics qui étaient derrière, c'est arrivé à la personne qui a fait les musées de Tokyo et qui a failli avoir vraiment des histoires parce qu'il passait, repassait, prenait des photos, mesurait avec beaucoup d'applications. Et donc c'est quelque chose qu'on a supprimé après, c'était dans les premiers musées visités, qu'on a supprimé après parce qu'on s'est dit, bon, ok, ça va être un truc à faire, avoir des histoires aux gens. Ils sont sortis quand même. Bah, continue. Non, je vais dire après. Non, parle du livre. Alors en fait, oui, donc le livre, en fait, c'était une aventure un peu au long cours et vous l'avez vu, on n'est pas d'accord et c'est pour ça qu'on travaille ensemble. On n'est pas d'accord les uns avec les autres et c'est justement pour ça qu'on travaille ensemble de façon collective. Alors c'était une aventure au départ parce qu'il a fallu bien sûr, d'une part, obtenir les réponses des musées. Avant d'envoyer qui que ce soit sur place, il fallait d'abord avoir la réponse du musée parce que notre idée c'était que les choix du chef-d'œuvre soit le fait même du musée, et pas du tout le nôtre. Donc on n'a jamais choisi le chef-d'œuvre, ou alors quand on avait plusieurs chefs-d'œuvre qui étaient proposés, on choisissait toujours dans la liste. Donc c'était de convaincre les gens, de les harceler sans donner l'impression de les harceler, et donc avec certains musées c'est très très difficile. Par exemple, les musées chinois ne répondent pas. J'ai téléphoné à Pékin, et j'ai jamais eu de réponse. J'ai envoyé des mails, j'ai jamais eu de réponse. Mais quand je parle de mails, c'est des dizaines de mails que j'ai envoyés. J'ai envoyé aussi des mails au lycée français pour les... C'est impossible. Une autre région qui est assez difficile, c'est l'Amérique du Sud. Alors c'est exactement pour l'inverse, parce qu'en fait les gens vont répondre, mais ils vous répondent jamais. Ils vous disent oui, je m'en occupe, je le fais, mais ils vous répondent jamais. Hein, c'est-à-dire que ça donne l'impression que alors bon, c'est peut-être pas inintéressant de voir que les gens ne fonctionnent pas exactement comme nous, mais ça n'a pas été facile. Ensuite, dans un deuxième temps, c'était de trouver des gens qui allaient sur place pour effectivement mesurer, repérer le chemin le plus court entre la caisse et le chef-d'œuvre, hein, être le plus efficace possible. Hein, finalement, notre projet, c'était comment être le plus efficace dans sa vie. Donc, c'est d'aller de la caisse, pour la culture, de la caisse jusqu'au chef-d'œuvre. Et donc, là, c'était des fois assez difficile parce qu'il y a un certain nombre de gens que je ne connais absolument pas, qui m'ont envoyé toutes les infos avec les photos du chemin, parce qu'il nous fallait les photos pour pouvoir décrire la réalité du chemin dans chaque notice, hein, chaque musée a une notice, et donc là ça s'est fait de façon assez étonnante, je dois dire, comme Serge dit, des gens qui ont accepté de passer du temps ou un petit grain de folie, d'avoir un grain de folie, et surtout de nous renvoyer les informations. Donc il y a des gens dedans que je connais, et puis il y a des tas d'autres gens que je n'ai pas contactés, qui ont été contactés par d'autres gens que j'avais contactés,
et qui connaissaient, voilà, ça s'est fait comme ça. Et au total, c'est 80 personnes quand même. Hein, on n'aurait pas pu le faire seul. Tous les trois, c'était un projet infaisable. Voilà donc comment le projet s'est tricoté, mais c'est vrai que ça a pris 4 ans quand même. Hein, il faut être un peu patient. Alors les règles des musées, on prenait tous les musées, des musées plutôt connus au niveau un peu international, mais à une condition, à deux conditions en fait. Un, c'était qu'ils aient une collection permanente, et deuxièmement, c'était qu'ils présentent leur collection permanente de façon permanente, ce qui se fait de moins en moins. Hein, vous avez beaucoup de grandes institutions qui, il y a encore une dizaine d'années, présentaient leur collection permanente de façon permanente, mais aujourd'hui, ils les présentent par roulement. Alors c'est à la fois une bonne idée, mais je ne sais pas trop pourquoi ils font ça. Est-ce que c'est pour présenter toutes les œuvres, même les œuvres secondaires, ce qui est quand même intéressant, ou est-ce que c'est pour que les gens viennent plus souvent au musée et payent un ticket d'entrée? Je ne sais pas quelle est la raison. Mais donc, nous, dans l'idée de notre guide, il fallait, si on voulait un guide pérenne, il fallait absolument que ce soit présenté, que la collection ne change pas. Je te laisse la parole, mon petit bonhomme. Il y a des moments où le silence, c'est bien aussi. Hein, donc, prendre le temps de respirer. Non, vous avez vu le débit? En plus, il n'avait pas vu le match. Ben, moi, oui, parce que j'ai 2 garçons et j'ai pas pu y échapper. Bon, la question, c'est, on est un peu dans une sorte d'anneau de Mobius, là, on ne sait pas où est le début, ni la fin, ni si on est dehors ou dedans, il n'y a qu'un seul côté, mais il y en a plusieurs. Enfin, bon. Ça résume à peu près le travail, quoi. C'est un guide. Donc un guide, c'est un guide, quoi. Ça doit nous mener là où on doit aller, où on a choisi d'aller, et si possible de manière la plus rapide, la plus économique, même en termes de carbone. Hein, voilà, on perd pas de temps, efficacité maximum. Et ça nous amène à un chef-d'œuvre. Bon. Qui est choisi par le musée. Bon, le musée, c'est qui? Des gens qui sont sans doute spécialistes, mais qu'est-ce que ça donne comme légitimité à dire que ça, c'est un chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre, du musée. Et puis qu'à côté, il y a des tas de choses qui sont là, qui n'ont pas acquis le titre, quoi, qui n'accèdent pas à la dignité pleine et entière de chef-d'œuvre. Donc c'est aussi pour ça qu'on a cherché à creuser un peu ces choses-là, parce que c'est pas du tout pour amener les gens directement au chef-d'œuvre, hein, en réalité, parce que j'espère que effectivement tout le monde est assez indifférent à ça, et c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on se comporte dans un musée. Donc ce qui nous intéresse, c'est le décalage entre le comme ça, qui est une sorte de standard du comportement de tout le monde, et ce standard, il faudrait le réinterroger, c'est pourquoi est-ce qu'on est aussi, après tout, culturellement conditionné, préparé. Voilà, on ne doute pas un seul instant que se comporter dans un musée, c'est faire un certain nombre de gestes, de pas, une certaine patience aussi, gérer son agacement quand il y a trop de japonais, enfin bon, voilà, des choses comme ça, quoi. Alors c'est un guide qui ne mène nulle part. Ce qui fait qu'on est sur une espèce de retournement, sauf qu'il faut interroger le nulle part, quoi. Ça guide sans guider, et on est dans un espace intermédiaire entre effectivement un véritable guide qui a sa conformité, parce qu'après tout on peut quand même s'en servir comme ça, hein, tout à fait. Il n'y a pas c'est pas du tout un canular de potache, hein, ce truc-là. Il y a tous les renseignements sont tout à fait exacts. Hein, tout le monde peut les vérifier. Enfin, c'est tout à fait authentifié, quoi. Et d'autre part, c'est un guide qui ne sert à rien. Voilà. Donc, il ne peut pas y avoir plus de tiraillement que ça, puisque, en principe, il y a une définition du guide qui sert à ça, et puis un guide qui ne sert à rien, d'autre part. Donc, ce qui est intéressant, c'est l'espace. C'est une espèce de creux entre les deux univers, on pourrait dire, presque d'imaginaire, parce que je pense que nos habitudes sociales sont aussi de l'imaginaire, et non pas des évidences. Et c'est une espèce de déroutement, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui donne la route pour dérouter. Paradoxe, évidemment, voire énigme, parce que qu'est-ce que ça donne? Ça donne de l'inquiétude. Ça donne
ça donne de l'étrangeté. Étrangeté et inquiétante étrangeté, évidemment, hein, tout le monde. Bon. C'est très intéressant l'étrangeté, c'est très intéressant l'inquiétude, c'est-à-dire ce moment de déstabilisation, parce qu'on est sans arrêt en train de chercher finalement un équilibre, une réponse, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut concilier ces choses-là. Habituellement, quand on est dans une situation énigmatique, on sait très bien que derrière l'énigme, il y a une cohérence. Qui demande du temps pour être trouvé, tout le monde a fait des mots croisés. Voilà, il faut se mettre dans une espèce de situation de décalage, de pensée, mais à un moment donné, là, les sutures se font. Quoi. Ça y est, on le pose. On retrouve quelque chose et dit, bah voilà, c'était ça. La réponse était bon, surprenante, drôle, je ne sais pas quoi, peu importe, mais elle est là. Et la réponse, c'est la place publique, quoi. C'est-à-dire, c'est ce sur quoi tout le monde va forcément être d'accord. On ne peut pas échapper à une réponse quand elle est cohérente. Et là, on propose effectivement, et nous nous sommes proposés à nous-mêmes, et puis on n'a pas fini de savoir ce qu'on a fait non plus. C'est pour ça qu'on n'est pas là pour donner une espèce de réponse, précisément, ni encore moins une leçon, ou je sais pas quoi. Il y a une acrobatie, et à un moment donné, on a la pirouette au-dessus du vide, on sait qu'il y a deux endroits, et qu'on part de là, et on peut rejoindre ça ou pas, et puis on est dans une espèce de tourbillon au milieu. Le milieu, voilà, le no man's quelque chose, la vacuité, la chose qui dérange ou qui nous permet de nous arranger autrement, parce qu'après tout, on se rend compte qu'on peut, pourquoi pas, échapper à être tout à fait dans... On n'est pas non plus en train de défendre un anticonformisme. Pareil, l'anticonformisme suppose un certain conformisme, précisément. Ben voilà. Non, on n'a pas ça non plus. C'est-à-dire qu'on est presque dans une espèce... C'est pour ça qu'on a appelé un des premiers passages, parce que c'est un guide et c'est un site, hein, c'est un site internet, c'est une appli smartphone hein, aussi. Bon, les explications qu'on a données au départ pour essayer de présenter le projet, on a appelé ça boussole. Mais c'est une boussole un peu folle. Hein. Le Nord, il est où on veut. C'est-à-dire que dans la réappropriation, tu me dis quand on en a marre. Hein. Tu prends pas de notes. Tu prends pas de notes. C'est jamais facile de faire des remarques comme ça à des névrosés, parce qu'on ne sait jamais quelles peuvent être leurs réactions. C'est pour ça que je ne dirai rien du tout. C'est pas parce que je suis paranoïaque que les gens ne me veulent pas. Je te suis là. Bon, je continue. Quand Marco Polo fait ses grands voyages, il rencontre des animaux et il va appeler ça une licorne quand il voit son premier rhinocéros. D'autres ont appelé des choses éléphants de mer ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il s'agit toujours de se réapproprier les choses à partir de ce qu'on connaît, de ce à quoi on est habitué, ce qu'on sait gérer dans notre espace, dans notre habitude, dans notre façon de... Voilà. On se réapproprie les choses, on les assimile. Assimile, c'est quand même fort, hein, le terme est employé dans d'autres circonstances que je ne vais pas aborder, mais c'est la similitude, quoi. L'expression qu'on emploie tous, c'est ça ressemble à quoi? Ou bien ça ne ressemble à rien. Il faut qu'il y ait de la ressemblance, il faut qu'il y ait de la similitude, il faut qu'il y ait de la coutume, de l'accoutumance, des choses comme ça. Ben là, on a peut-être au-delà même de ce qu'on pouvait penser nous-mêmes, parce que on n'est pas sûr d'avoir tous les paramètres, ou bien penser les choses, mais c'est ça aussi, il y a la moitié de la salle, il y a des gens qui sont artistes ici, donc quand on voit, avec un de soi, on part, quoi. Et puis c'est... je pensais à le terme de méthode, par exemple. Hein. La méthode, c'est suivre un chemin, hein, si on prend l'étymologie. Sauf qu'en grec ancien, on le construisait grammaticalement de deux manières. Soit c'était avec un accusatif, et c'était un chemin qu'on doit suivre, soit on le construisait avec un génitif, et c'est le chemin qu'on a suivi, c'est-à-dire qu'on voit clairement quand on se retourne, mais dont on n'avait pas une vision claire au départ. Et je crois qu'on a été un peu dans cette situation-là. Ce n'est que dans l'après-coup qu'on commence nous-mêmes à pouvoir s'emparer de tout ça et le proposer à d'autres pour une rencontre un peu comme celle-ci, de savoir ce qu'il y a dedans, quoi, finalement. Il y a plein de choses. Il y a des choses extrêmement sérieuses, extrêmement cadrées, etc. Bon. Et en même temps, il y a cet espace d'inquiétude, il y a cet espace de choses un peu sable mouvant. On s'enlise et on sait qu'il ne faut pas trop bouger, sinon on s'enlise encore plus. Et il y a aussi
bah pourquoi pas, après tout, peut-être quelque chose de fumeux, peut-être quelque chose de pas sérieux, et le pas sérieux se nourrissant de quelque chose d'extrêmement sérieux. Et donc c'est en tant que il y a quelque chose qui relève de l'ornithoracte, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où classer. Dans les catégories ça vient de l'Agora, hein, donc de la place publique, dans les catégories, on sait où sont les choses. Alors, on a les arborescences, l'arbre de Porphyre, tout ce qu'on veut, on sait où mettre les choses, et puis voilà, c'est comme ça qu'on dit qu'on les connaît. Bah là, à partir du moment où on ne sait pas, on est dans l'OVNI, quoi. L'OVNI, c'est non identifié, une fois de plus, il n'y a pas d'identité. Ou il y en a plusieurs. Alors on voit bien ce que ça donne quand il y a plusieurs identités, double passeport, je ne sais pas quoi, et peut-être une autre chose encore qui est le résultat du fait qu'il y en ait deux. Quoi. À toi. Non, je ne pas. J'étais sûr que tu allais me passer la parole. Vas-y, vas-y. Une petite logorée facile, il est cool, hein. Non, mais moi, c'est bien. Mais je veux bien parler des choses beaucoup plus simples à comprendre. Comment? Vous comprenez pourquoi on travaille ensemble et pourquoi, justement, on ne s'entend jamais. Toutes ces choses-là, il faut les mettre en forme. C'est plutôt là-dessus que j'interviens. Il y a plein de projets, ça part dans tous les sens. Moi, je trouve ça super intéressant. Mais bon, c'est notre mauvaise conscience. Il faut bien mettre tout ça sous forme de page. Voilà. Donc là, l'idée, au niveau de l'aspect général de cette chose, c'est que ça doit vraiment ressembler à un guide. C'est-à-dire qu'on a à l'intérieur une grille, des choses extrêmement récurrentes qui reviennent, justement qu'on se repère. Comme disait Serge, on a un repérage de guides, on a des éléments qui sont à la même place, systématiquement, qui sont repérés par les mêmes icônes, et qui fait qu'on est réellement dans un guide au niveau de la lecture, et ensuite on va y chercher tout ce dont a parlé Serge tout à l'heure. Et donc au niveau pratique, hein, ça c'est pas seulement un objet papier comme celui-ci, c'est aussi une appli internet et pour smartphone, donc dont on peut se servir en ligne, soit quand on est au musée, soit consulter chez soi. Donc cette partie-là, on a fait travailler des étudiants de l'IUT informatique pour développer la partie technique des objets. Donc on a une sorte d'objet triple, voilà, qui répond à une charte graphique, un petit peu raide, un petit peu sérieuse, comme celle d'un guide, et pour laisser la place le plus possible à l'écrit, enfin aux réponses des musées, à l'idée, toutes les idées qu'ont développées Serge et Jean-Yves juste avant. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, moi? Voilà, J-monte intérieur, ça tourne comme ça. Donc il y a des plans, et puis il y a donc toujours une même mise en page, ça s'appelle une grille, hein, pour les gens qui font un peu de mise en page. Donc on a une grille qui est très régulière, voilà, qui est là pour faire ressembler tout ça à un vrai guide. C'est un guide. C'est un guide sur le plan graphique également. C'est un guide. Vous savez ce que c'est qu'une grille, hein? Quand vous mettez une grille sur une fourmilière, les fourmis vont monter dessus, et donc vous prouvez que les fourmis tournent toujours à angle droit. Techniquement, la grille, c'est le fait qu'il y ait des verticales et des horizontales qui se retrouvent. Voilà. France-Roumanie, c'était quoi déjà 15 ans. 15 ans, c'est ça. Tu l'as pas vu. Alors donc c'est vrai que alors, le guide s'appelle l'adresse web de l'application du site et de l'application, c'est 90 musées 90 chefs-d'œuvre.fr. Alors il faudra elle est sur le guide parce que il n'y a pas d'apostrophe, vous savez que sur internet on n'a pas d'apostrophe, des choses comme ça, donc c'est écrit un petit peu particulièrement. Alors c'est vrai qu'en fait on appelait ça 90 musées, 90 chefs-d'œuvre, mais on a mis et plus dedans parce qu'en fait il y en a 91. Il y a 91 musées qui nous ont répondu et il y a 91 chefs-d'œuvre, enfin il y a 91 musées qui nous ont répondu, mais seulement 90 chefs-d'œuvre. Effectivement, le musée de Kuala Lumpur en Malaisie, donc le musée d'art islamique de Malaisie, nous a répondu en nous disant qu'il n'avait pas de chef-d'œuvre et que l'idée d'artiste
n'existait absolument pas. C'est-à-dire que pour eux, l'art, c'était de l'artisanat. Et nous, ce qu'on appelle une œuvre d'art, on nous a dit c'est simplement un objet qui a survécu aux aléas du temps et qui a traversé les années ou les siècles pour arriver jusqu'à nous. Et donc, pour nous, ça devient, c'est ça, notre idée de l'art, c'est ça, c'est de l'artisanat. Alors effectivement, voilà, la réponse est in extenso, on l'a traduite en français. Alors les réponses des musées, on les a mises dans la langue qu'on a reçue, hein, parce que des fois les problèmes de traduction, c'est pas tout à fait évident. Vous verrez qu'il y a des musées étrangers qui nous ont répondu en français aussi. On a laissé les fautes, hein, parce que là encore, on peut regarder ça de deux façons, dire finalement, ils écrivent pas bien le français, ou alors se dire, bon, c'est des étrangers, on leur avait écrit en anglais, et ils osent répondre en français. Donc vous voyez, c'est un peu toujours cette idée de quel est mon point de vue, comment je me détermine par rapport à ce que je vois. Et donc, Kuala Lumpur, c'est vrai que ça peut paraître un peu curieux comme réponse, parce qu'on se dit, oui, ce ne serait pas un peu idéologique, ce ne serait pas un peu la religion. Alors, je sais, on ne juge pas. Mais disons que ça pose le problème de l'art et du chef-d'œuvre, hein, de façon de l'œuvre en général. Et on a tendance à oublier que chez nous, en définitive, les choses, elles ne sont peut-être pas aussi différentes que ça. Et c'est le sens de la réponse du conservateur de ce musée, qui nous dit que finalement, c'est peut-être pas si différent que ça. Peut-être que notre l'idée de l'art telle qu'on l'a aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui a existé de tout temps. Eh bien, c'est vrai. Parce que ce qu'on regarde aujourd'hui, quand vous allez dans un musée, vous regardez un retable qui date du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, un retable, c'est pas du tout une œuvre d'art. Bon, vous me donnez du sucre. Non, tu prends tes gélules, je vais acheter. Donc voilà, l'idée même de l'art, elle apparaît en fait à partir de la Renaissance, au XVe siècle. Et donc, à partir du XVe siècle, apparaît l'idée d'art, d'œuvre d'art et d'artiste. Et ça va se terminer en 1913 avec un artiste qui s'appelle Duchamp et qui ne fabrique rien du tout, se contente d'aller dans un grand magasin, acheter un objet, une roue de bicyclette ou un urinoir, et il le présente tel que, sans avoir rien fait du tout, dans un musée. Et c'est accepté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel objet, n'importe quoi, peut devenir une œuvre d'art. Donc d'une certaine façon, ce que le conservateur du musée de Kuala Lumpur nous répond, ben voilà, il y a peut-être des choses qui ne sont pas si fausses que ça chez nous. Donc vous voyez, alors que dans un premier temps, ça nous paraît peut-être éloigné, hein, ou pour d'autres raisons. Donc voilà, hein, comment on peut lire notre guide. C'est vrai qu'on peut le lire voilà, à partir... Par exemple, la conservatrice du musée d'art moderne de Stockholm nous répond. Hein, tous les gens ont eu exactement le même mail qu'on envoyait en demandant quel était leur chef-d'œuvre, comme à l'image du Louvre, dont le chef-d'œuvre est la Joconde, quel était le chef-d'œuvre chez eux. Et elle nous a dit, l'idée de chef-d'œuvre, c'est une idée de marketing. Et je pense que pour le Louvre, c'est d'abord une idée de marketing. Voilà. Ensuite, chacun pense ce qu'il en veut. Hein. Mais voilà, on trouvera ça dans les 30 pages des réponses in extenso des journalistes aussi. Oui, on s'est fait engueuler par Madame Schindler, je ne sais pas si elle tient une liste, mais qui est la responsable de Berne, en fait, du musée de Berne, parce que je lui demandais si c'était pas possible, personne ne pouvait aller en Suisse. Je connaissais personne qui allait en Suisse. Ouais. Et donc je lui ai demandé si c'était possible que ce soit quelqu'un du musée qui le fasse. Alors dans les musées, on a eu des réponses non, parce qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas de monde. Ce qu'évidemment les gens peuvent dire non. Mais c'était pas ça, on a eu le droit à une leçon en fait, en disant qu'est-ce que c'est que ça, vous êtes des addicts d'Internet, on ne regarde jamais une œuvre uniquement, on ne réduit jamais une œuvre à une image, surtout une image d'Internet. Et moi quand j'ai fait mes études d'histoire de l'art, je suis allé dans tous les musées, patati patata. Alors je lui ai juste répondu qu'il n'y avait pas de problème si elle pouvait nous payer le voyage et nuit d'hôtel en Suisse, ce qui représente plusieurs mois de salaire au Soudan. Elle te dit, peut-être êtes-vous un digital. Non, donc on a eu le droit. Mais ça a été plutôt rare. Écoute, elle te dit, peut-être êtes-vous un digital native. Voilà. Vous avez besoin de vous relier à la réalité. C'est un peu ce que je pense. Depuis le temps que je t'en parle. Depuis, je consulte un psy. Voilà. Donc on a eu ce genre de... Pardon, Antoine. Un autre psy. Oui, un autre, ouais. Parce que le premier était... Le premier n'était pas... Non, il était cheap. Ouais, il était cheap.
Voilà. Donc, effectivement, on peut, vous voyez, alors en même temps, c'est ce que disait aussi tout de suite Serge, on peut voir ça de façon pataphysique. Hein, c'est voilà, les solutions imaginaires, les problèmes imaginaires, et puis voilà, on peut le voir aussi comme ça, le guide, parce que voilà, c'est en gros une bouteille à la mer. Hein, c'est un peu le principe de l'art contextuel. C'est ça, c'est-à-dire que l'art contextuel, c'est finalement l'héritier du réalisme au XIXe siècle. Hein, Courbet, hein, vous connaissez Courbet? Oui, vous connaissez. Voilà, voilà Courbet. L'enterrement à Ornans, en fait, hein, 1850. Et donc c'est le début du réalisme. Alors ce tableau, Courbet n'est pas dedans, il peint les autres. Non, mais il y en a un qui est Courbet. Non, oui, il y a Agelout. Non, mais si je le laisse partir. Et donc, voilà, ça crée un scandale. En fait, ça crée un scandale, on peut se demander pourquoi, pour nous, gens du XXIe siècle. En fait, c'est pas le sujet. Hein. Les enterrements, il y en a eu plein. Les crucifixions, les mises au tombeau, les dépositions de croix, il y en a plein dans l'histoire de la peinture. Donc, c'est pas un enterrement en plus qui vient. C'est pas non plus le problème de la ressemblance, puisque le problème de la ressemblance, c'est ce que fait la peinture depuis la Renaissance. Et Courbet, là, on peut dire, on peut trouver le nom du bedeau, on peut trouver le nom du curé, ils sont vraiment ressemblants. Donc. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'ils ne respectent pas les règles de la société et du monde de l'art. Et les règles du monde de l'art, c'est le format. Il a un format qui est extrêmement grand, 4 mètres par 3 mètres, je ne sais plus combien. Et normalement, ce format-là, l'Académie des Beaux-Arts vous dit que vous devez les réserver aux sujets nobles. Les sujets nobles, c'est quoi? Les sujets, les allégories, hein, c'est la représentation d'une idée abstraite sous un aspect concret, c'est la justice par exemple, mais c'est aussi les scènes d'histoire, les grandes scènes de la littérature mythique ou les scènes religieuses, c'est ça, hein, donc les batailles, etc. Mais certainement pas des gens qui sont des gens ordinaires. Et puis la deuxième raison, c'est qu'il n'y a pas d'idéalisation dans son travail. Hein, normalement, les gens posent, en fait, hein, et ils montrent par la pose, par la lumière, que c'est un événement extraordinaire, alors qu'ils ont une douleur infinie. Là, c'est absolument pas, c'est juste un convoi funèbre, en définitive, tel que c'est. Donc c'est bien parce qu'ils ne respectent pas les règles que la société a mises en place, qu'il les remet en cause, qu'il est traité de tous les noms. Hein. C'est un scandale sans précédent, et les gens disent que c'est que laideur et vulgarité. Alors que vous voyez, on regarde un tableau comme ça aujourd'hui, bon... Ça permet disons, de se rendre compte que les choses peuvent être très très relatives. Et donc ça, on pourrait dire, c'est la paternité les grands-parents de l'art contextuel en fait. Hein. L'art contextuel, c'est l'utilisation du contexte. Normalement, l'art est toujours détaché du contexte. En fait, hein. L'art fonctionne plutôt en circuit fermé. Donc voilà, normalement, voilà, quand on fait de l'idéalisation, ça c'est Botticelli, et c'est une mise au tombeau, et vous voyez qu'on est dans une forme de dramaturgie théâtrale. On est complètement dans du théâtre. Donc c'est ça, c'est ce type de règle qu'on doit normalement respecter si on veut faire un tableau de grand format. Alors bien sûr, derrière le grand format, il y a toujours l'histoire de pognon. Parce que plus votre sujet est censé être noble, plus le format est grand, mais plus le prix est élevé. C'est-à-dire que les peintres de nature morte, comme Chardin par exemple, à leur époque, ils vendent leurs tableaux des clopinettes. Et d'ailleurs, à Chardin, il fait partie de l'Académie des Beaux-Arts. Et l'Académie des Beaux-Arts organise tous les ans une super grande exposition. Il n'y a pas de galerie à cette époque-là. Une super grande exposition. Et vous avez intérêt, vous êtes choisi, et vous avez intérêt à être choisi parce qu'autrement, vous ne pouvez pas vendre. Hein, c'est la seule ouverture sur le public. Et Chardin, on lui confie quoi? L'accrochage. C'est-à-dire les trucs matériels. Vous voyez, un petit boulot pour l'occuper. Un petit boulot dont les esprits forts n'ont pas à s'occuper. Donc voilà pourquoi, en fait, Courbet va être le chantre de la laideur, de la vulgarité, de l'ignominie. C'est ça, ça sera même, on trouvera que sa peinture est ignoble. Alors, en fait, les choses vont un peu changer avec l'arrivée de l'art moderne. On est au XXe siècle. Et là, avec l'arrivée de l'art moderne, le réel va commencer à entrer dans les œuvres d'art. Et là, c'est juste un collage de Picasso. Hein. Donc, un collage, c'est deux choses de nature complètement différente que je mets côte à côte. Là, j'ai un dessin avec le violon, hein, c'est du fusain. Et puis, il nous met un papier journal à côté. Donc, là,
c'est le début. Puis je vais avoir, tout de suite on parlait de Duchamp avec le ready-made, hein, il va à la Samaritain, il achète une roue de bicyclette, il achète également un tabouret, il les monte, et puis il dit ça c'est une œuvre d'art. Donc j'ai l'objet qui rentre complètement, cette fois-là, tout de suite c'était un fragment d'objet, mais c'est l'objet lui-même qui devient œuvre d'art. Et puis bon, il y a ce qu'il y a aujourd'hui, c'est des installations. Les installations, c'est des séries d'objets qui sont disposés dans une pièce, ou dans plusieurs pièces, et à travers lesquelles le visiteur se promène. Donc l'objet devient œuvre finalement. Mais parallèlement, on pourrait dire que parallèlement, on a une deuxième façon de faire. Donc ce qu'on a vu tout de suite, c'est à l'intérieur même de l'œuvre d'art, donc ça joue dans les musées. Hein. Le Duchamp, ce qu'il propose, ça va dans des galeries, dans des musées, c'est-à-dire dans le circuit des musées. Mais vous avez d'autres artistes qui décident, qui pensent à la suite de la Première Guerre mondiale, que l'art doit aller dans la vie. Et l'art doit participer au progrès scientifique et au progrès de tout un chacun. Et vous allez donc avoir différentes écoles qui vont décider, là c'est des Néerlandais dont le chef de file s'appelle Mondrian, hein, un groupe qui s'appelle De Stijl, qui, vous voyez, va réadapter ses recherches plastiques vers l'architecture, vers tout ce qui va être construction de ponts, d'aéroports, mais le design également, les objets courants. Et vous allez avoir, donc vous avez ce mouvement aux Pays-Bas, mais vous avez aussi un mouvement en Allemagne avec le Bauhaus, qui va, lui, faire la jonction entre l'art et l'artisanat. Et puis vous avez aussi en Union soviétique le constructivisme avec Rodchenko, etc. et d'autres qui vont avoir exactement la même vision. Et puis vous avez donc dans ce groupe cette idée de sortir, d'amener l'art à l'extérieur, hors les murs, en définitive. Vous avez dans les années 60 une autre direction d'autres artistes qui font autre chose, qui vont vraiment aller dehors pour faire de l'art. Mais c'est revendiquer de l'art. Là, c'est un travail de Richard Long qui a été fait dans le désert du Sahara. C'est à partir des années 60, et l'idée au départ pour les artistes, c'était d'échapper au circuit marchand de l'art. C'est-à-dire, pour eux, ils refusaient le fait qu'une œuvre puisse s'échanger et avoir une cote qui va monter, et sur laquelle on va pouvoir spéculer. Donc voilà comment dire, petit à petit l'entrée d'objets. Mais en fait, ça, c'est toujours pas de l'art contextuel. L'art contextuel, c'est quelque chose d'autre. L'art contextuel, ça va tout simplement il ne s'agit pas de mêler l'art à la vie, mais il s'agit de partir de la vie pour faire de l'art et réinjecter l'art dans la vie. C'est ça l'art contextuel. Et donc, juste... Je le redis là. Oui, non, mais je vais vous donner quelques exemples. Et une des premières artistes contextuelles, alors le mot art contextuel, ça apparaît qu'en 1976, mais en fait ça existe avant. Dès les années 60, vous avez une artiste noire américaine qui s'appelle Adrienne Piper, qui habite à New York, et voilà ce qu'elle fait, et elle prend en fait le bus de la ligne qui dessert la 14e rue, et elle garde une serviette enfoncée dans la bouche. Il s'agit donc, elle dit rien du tout pendant tout le voyage, elle suit juste la ligne comme ça, et bien évidemment les gens la regardent en s'interrogeant. Vous voyez qu'il n'y a pas de message, c'est pas un tract politique, mais c'est juste une attitude qui fait, un geste qui fait qu'on peut la prendre pour une douce idiote ou une douce dingue, ou alors on peut se dire, bon, finalement, est-ce qu'elle n'est pas en train de nous parler des femmes qui sont bâillonnées et des noirs qui sont bâillonnés, puisque dans les années 60, il n'y a toujours pas d'égalité, en fait. Et bien après 60 pour les femmes. Donc, voilà. Donc, voilà vous voyez que là, elle part de la réalité, sa production artistique, elle est dans la réalité, elle la réinjecte dans la réalité. Vous en avez un autre qui est français qui s'appelle Fred Forrest, ça c'est en 1972, qui propose 150 cm² de papier journal, c'est dans le journal Le Monde, et il achète dans le journal Le Monde 150 cm sur lequel il n'y a rien du tout. Et c'est au milieu d'une page, avec le colonnage et la suite des annonces, des informations, etc., des analyses, donc effectivement ça pose question. Ça surprend, ça pose question si on a envie de se poser question. C'est-à-dire, d'habitude, qu'est-ce que ça recouvre? Qu'est-ce que j'ai là à sa place? Est-ce que c'est la réalité du monde? Est-ce que c'est... Je ne sais pas, j'en sais rien. Mais vous voyez, ou sur la véracité des informations, l'idéologie qu'il peut y avoir derrière. Bon, mais
c'est ça, c'est encore une bouteille à la mer. Et enfin, un dernier dont je n'ai aucune diapo, qui s'appelle Maurizio Catalan. Et là, il y a eu des articles dans l'Équipe, le journal L'Équipe, et c'est sur le foot. Maurizio Catalan en 91, qui monte une équipe de football. Donc son travail artistique, c'est de monter une équipe de football, qui s'appelle l'AC Furniture. Voilà. Et en fait, Sud, AC Fourniture Sud. Et en fait, son équipe de football, il l'inscrit dans le championnat, mais elle est un peu particulière, parce qu'elle est composée uniquement de joueurs qui sont des travailleurs sénégalais qui vivent en Italie, et leur maillot, c'est un maillot de foot ordinaire, mais le slogan, vous savez, au lieu d'avoir Darty, c'est Raus. Et Raus, c'était ce que les Allemands disaient pendant la guerre, c'est dehors, dégage, c'est ce que ça veut dire. Alors, ça fait un scandale en Italie. En même temps, le travail artistique de Catalan, ça a consisté à payer l'inscription dans le championnat, et le journal L'Équipe, en 91, en parle. Parlera de ça. Donc vous voyez, là on est vraiment dans l'art contextuel. C'est-à-dire que la difficulté, c'est que la forme n'est pas une forme classique. C'est pas une forme classique, c'est pas un emplacement classique, et on ne sait pas non plus qu'on est spectateur. On ne sait pas que c'est une œuvre d'art, on trouve ça, on va trouver ça un peu partout. Donc ça déconcerte nécessairement. Ça déconcerte. Et c'est vrai que, ceci dit, on en parle peu parce que ça ne traîne pas dans les musées. Et juste pour, rapidement, puis je vais arrêter parce que là, je fais mon professeur d'Ambus. Vous voyez que là, je vous ai mis juste le fonctionnement, pour que vous voyez la différence entre le fonctionnement de l'art traditionnel et le fonctionnement de l'art contextuel. L'art traditionnel, ça relève de l'idéalisme. Le but, c'est quand même d'arracher le spectateur aux turpitudes de la vie, le faire accéder à une émotion esthétique, le sublime, etc. Et c'est un fonctionnement, le fonctionnement c'est en vase clos, c'est-à-dire c'est en autonomie. Je fais de l'art pour l'art. Et je me réfère toujours à des travaux artistiques. L'art contextuel procède autrement, c'est pas à l'inverse, mais il procède autrement. Il investit la réalité. Le but c'est donc de faire de la vie la substance même de l'art. Le réel devient la préoccupation première, et le fonctionnement, bien sûr, et il est au cœur du monde concret, et il va s'intéresser à des problèmes historiques, des problèmes sociaux, des problèmes économiques, des problèmes de conscience collective, etc. etc. Et donc ça, c'est le fonctionnement d'art. Et l'œuvre, bien sûr, elle ne se présente pas du tout de la même façon. Dans l'œuvre traditionnelle, j'ai un objet qui peut être une représentation, c'est une image, par exemple, ou une sculpture, ou alors un détournement, un objet comme Duchamp, qui est détourné de sa fonction initiale, qui devait servir à quelque chose, et là, ça ne sert plus à rien. L'œuvre, elle est finie, achevée, c'est fait pour être contemplé, donc, bien sûr, c'est juste un intermède, même quand c'est une image qui représente la réalité. Moi, je ne sais pas, une révolte, la révolution de 1848, la liberté dit dans le peuple de Delacroix, c'est guère qu'un intermédiaire entre le spectateur et la réalité, c'est jamais la réalité. Je suis jamais dans la réalité. Alors que le travail contextuel, lui, j'ai effectivement, ça peut être un objet. Ça peut être, bien sûr, ça peut être un objet qui ressemble à une sculpture, qui est une sculpture, ça peut être aussi une peinture, mais ça peut être aussi une activité, une action, un événement, une proposition, une expérience, une intervention. C'est souvent un processus qui est inachevé, qui est en devenir, et il établit un rapport direct entre le spectateur et la réalité. Alors, juste pour faire très vite, je vais vous présenter quelque chose qui ressemble à quelque chose de traditionnel, mais qui n'est pas. C'est d'une croate qui s'appelle Sanja Iveković, et ça s'appelle Lady Rosa of Luxembourg. Ça a été fait au Luxembourg, et elle, ce qu'elle a fait, c'est donc sur une sorte de monument à la fois aux morts et à la victoire. Donc c'est un monument qui représente un peu l'unité nationale du Luxembourg, si le Luxembourg est une nation et non pas un simple coffre-fort. Bien, et donc elle a fait juste ça, c'est-à-dire qu'en haut vous aviez une femme, et ce qu'elle a mis, elle a refait exactement la même sculpture aux mêmes dimensions, sauf que sa femme est enceinte. Elle a mis, donc c'est une victoire avec la couronne de laurier, mais une victoire enceinte. Donc effectivement, je ne vous dis pas le scandale que ça fait auprès des anciens combattants, des gens qui ont été extrêmement choqués. Donc, mais en fait, ça a agité les consciences. Pourquoi? Parce que ça, c'était pas dans un musée. C'est parce que c'était bien à l'extérieur. Autrement, dans un musée, ça n'aurait jamais eu un impact comme ça. Personne aurait pensé à faire un scandale. On aurait dit, bon, c'est une sculpture ordinaire, vous voyez ce que je veux dire? Voilà.
ce que je voulais juste vous montrer. Alors, c'est vrai que, du coup, c'est pas très facile d'essayer de faire de l'art contextuel parce que on fonctionne plus comme dans l'art traditionnel, c'est-à-dire qu'on fabrique plus une forme. Et puis, on ne reproduit pas, on n'est pas sûr du résultat, puisque c'est une bouteille que vous lancez à la mer, mais pour que ça réussisse, essentiellement, c'est la réception du côté spectateur. C'est ce que le spectateur, qui ne sait pas qu'il est un spectateur, va en faire. Mais ça, en même temps, vous ne pouvez pas le savoir, puisque vous lancez ça à l'extérieur. Donc vous ne savez pas ce que ça va devenir. Et puis, je dirais, donc ça c'est du côté du travail, ça reste nécessairement inachevé dans votre tête. Et par ailleurs, le risque pour l'artiste, c'est de ne pas devenir un militant syndicaliste ou un militant politique, mais rester un artiste, c'est-à-dire avoir toujours, le défi de remettre en cause un certain nombre de choses. Vous devez d'une certaine façon travailler avec des stéréotypes pour que les gens prennent votre objet comme un objet classique, mais en même temps, il faut que l'objet que vous êtes en train de fabriquer résiste. Il faut qu'il soit dans les stéréotypes et en même temps en dehors des stéréotypes. Il ne faut pas que vous soyez un militant politique ou un militant syndical, et il ne faut pas que votre travail soit un tract, non plus. Sinon, on n'est pas dans l'artistique, et on n'est pas dans l'art. Donc voilà. Il en est terminé. Je regrette de ne pas avoir vérifié qu'il y avait un défibrillateur dans la salle avant que je commence. C'est terrible. Les vertus du silence, une fois de plus. Alors, je ne suis pas d'accord du tout. Non, parce que on parle de contexte comme si on savait ce que c'était. Oui. Et personne ne sait ce que c'est. Si ce n'est qu'effectivement, ça c'est... chacun fait ce qu'il veut, et il montre bien que ce n'est pas le cas. On n'a pas réussi à cerner ce que c'est un contexte, sauf provisoirement, momentanément, et pour quelqu'un d'un certain point de vue. Donc là, on dit c'est mon contexte. Autrement dit, je rassemble un certain nombre de choses que je coordonne, pour lesquelles, une fois de plus, je trouve des rapports, des relations de cohérence, quoi. Et puis voilà, ça me sert de contexte. Est-ce qu'il y a un contexte au niveau de l'univers, quoi? Est-ce qu'il y a un contexte au niveau du monde? Est-ce que le contexte, c'est un peu l'effet paysage, quoi. Je veux dire, s'il y a un paysage, c'est parce qu'il y a des mathématiques, c'est pas parce qu'il y a un paysage. C'est-à-dire, c'est dans les têtes, effectivement, parce que nous sommes conditionnés à une certaine organisation rythmique, etc., de l'espace qui représente la profondeur d'une certaine manière. Et donc, je dis, c'est un paysage. On nous met des trucs, c'est marqué panorama, il faut aller là, et tout le monde dit panorama. Bon. Alors, vous avez quand même des artistes, ce qui ne sait pas, des artistes contextuels qui travaillent sur le panorama. Comme si je le savais. Bon. Donc, ce qui est là, c'est que c'est extrêmement, encore une fois, conditionné aussi. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a effectivement toute cette rencontre entre, encore une fois, nos coutumes, habitudes, de ce que je disais tout à l'heure, qui fait que si c'est déconcertant, c'est parce qu'il faut comprendre que c'est quand même du concert. Pour que ce soit déconcertant, il faut qu'il y ait un concert. Et que justement, il y ait quelque chose qui dysfonctionne, qui dénote, qui soit une supposée momentanée disharmonie qui révèle une autre harmonie, peut-être plus difficile d'accès, pourquoi pas. Mais il y a toujours cette histoire de concert en arrière-plan, quoi, au fond. Vous savez qu'en réalité, le monde dans lequel nous sommes culturellement, c'est une cage dont on ne peut pas sortir. On peut, y compris, accéder à d'autres points de vue, culture, enfin, se sensibiliser, voilà, ne pas rester dans sa réserve avec des plumes sur la tête, quoi, hein. Mais en même temps, on est dans l'humanité, quoi. On est aussi scotché dans cette espèce de dimension-là. Ce qui est intéressant dans le concert, c'est que ça a à voir avec la concertation. C'est un très vieux mot, hein, ce truc de concert. C'est une très vieille racine indo-européenne qu'on va trouver sous forme serre ou caire, KER parfois, etc., ou avec une métathèse, bon, sous forme de creux. Creux qu'on va trouver dans crédit, discrédit, discrétisation, etc. On fait des coupures. Quand on
discrétise dans la thématique, c'est qu'on a un continuum et on fait des coupures. C'est-à-dire que vous prenez une droite et vous dites combien y a-t-il de segments dans la droite? Il y en a autant qu'on veut, hein. Il suffit de les faire. Donc c'est ça l'action, c'est de faire les coupures. Quoi. Bon. Et donc, dans cette histoire de concert et de concertation, fut-elle remise en question et renversée pour une autre approche et une effectivement déconcertation au sens où on serait un peu dans le désarroi, en même temps on n'échappe pas au fait qu'on cherche quand même effectivement dans ce truc-là à toujours faire des coupures, se réapproprier finalement le monde. Donc l'art contextuel suppose qu'on accepte à un moment donné, même si on ne le maîtrise pas, même si celui qui est l'initiateur du projet ne va pas être témoin de toutes les réactions, hein, évidemment, etc. Mais il y a quand même cette idée que ça existe. Il n'y a pas d'indifférence. C'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'indifférence, y compris quand on refuse, quand on dénonce ça comme supercherie, etc. Ben c'est quand même pas de l'indifférence, on fait de la différence. D'ailleurs, une fois de plus, on fait de la coupure. Ça, la différenciation, c'est de dire que les choses trouvent des cases, qu'on a des repères. On se perd dans les repères. Voilà. Alors, on en change pour se dire, voilà, pourquoi pas, on est dans une espèce de remise en question, et ça, c'est vraiment très important, parce que ça, c'est la question de la question, c'est fondamental. Je veux dire, c'est l'art de l'étonnement, hein, c'est platonicien en diable, c'est Descartes aussi. On reprend toutes choses, et puis on les repasse, on les réexamine, quoi, hein, finalement, et on les remet en question. C'est fondamental, je crois que l'art, il est là. Hein. En fait, il y a une seule, ça je reprends un peu cette idée qui était dans le discours du prix Nobel de Saint-Jean-Père, c'est-à-dire qu'il y a deux voies qui sont exactement parallèles, ou même qui se croisent très souvent, c'est celle de la science et celle de l'art, qui finalement sont un mode d'exploration du monde et de soi-même, et encore une fois, de sa mauvaise conscience, de sa remise en question, de sa déconcertation contextuelle. À toi. Alors, ça l'a énervé. oui. Peut-être qu'on pourrait donner quelques statistiques sur le guide maintenant. Vous voulez peut-être quelques statistiques? Oui, ça fait plaisir toujours. Ouais. Ça détend toujours, et alors là, on va dans du factuel, pas dans du contextuel. Alors, le musée, c'est le plus rapide pour aller des caisses au chef-d'œuvre. Est-ce que vous avez une idée? On sera au jeu des 1000 €. Et à savoir, en fait, le musée le plus court, c'est 9 secondes, et en fait, on a 8 mètres 79, c'est à Lausanne, le musée de l'art brut. Voilà. Et le musée où c'est la plus longue distance, ouais, oui, t'as raison, on pourrait absolument penser au Louvre. On pourrait penser, je sais pas, à l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg, des grands trucs comme ça. Et bien en fait, c'est ni l'un ni l'autre. C'est en fait quand même parmi les musées où la distance c'est de l'ordre de 6 minutes pour atteindre. Mais il y a un musée qui dépasse ça, c'est à Vienne, le Belvédère. Mais en fait, c'est dû à sa construction. Mais là, il faut 15 minutes 0,1 pour atteindre le chef-d'œuvre. C'est parce qu'en fait, c'est deux châteaux qui sont construits l'un en face de l'autre et qui sont séparés par 2 jardins à la française. Et vous prenez votre ticket dans le château du bas, le Belvédère du bas, et le Klimt, qui est le chef-d'œuvre, the chef-d'œuvre, se trouve dans le Belvédère du haut. Donc en fait, c'est pour ça que c'est 15 minutes et qu'il y a 881 mètres 09. Et en pas 1316. Alors que bon, le Louvre, c'est des trucs un peu pépères, 540 pas, c'est tranquille, 6 minutes 02. Orsay, ah oui, Orsay quand même, Orsay 6 minutes 45 et 429 pas. C'est là que vous allez me dire, mais vos calculs, ils sont nazes. Parce que vous nous avez dit le Louvre, 6 minutes 02, 540 pas. Orsay, c'est plus long, 6 minutes 45, mais il y a moins de pas, 429 pas. Donc vous êtes des charlatans. Vous avez grandi entre-temps. Vous êtes des charlatans. Alors, je vais donc vous expliquer notre méthode de calcul, en fait. Parce que les marches, elles sont à chaque fois comptées dans les pas. C'est parce qu'il n'y a pas de marche, ce sont des escalators pour monter au 5e étage. Donc à Orsay. Ce qu'on a fait, en fait, on a mesuré un pas moyen, le pas moyen des gens. On a mesuré aussi, alors c'est 60, je ne sais plus, j'ai plus en tête, mais c'est 63 ou 65 cm.
Alors, en même temps, quand on monte des marches, ça tombe à 40 cm en fait, hein, à chaque pas, c'est environ 40 cm en moyenne. Même chose pour la distance. À la distance, on avait des plans, mais en réalité, à chaque fois que vous avez un escalier, vous avez donc une ligne qui ne va pas du tout être horizontale, mais qui est donc une oblique, et donc c'est à chaque fois plus long par rapport au plan, et c'est 18% plus long. Vous voyez, on a fait des calculs sur plusieurs escaliers de cette façon-là. Donc, quand on vous dit le nombre de pas, ça vient de calculs statistiques, donc de moyenne, mais c'est pas du... Alors, on peut, voilà, voilà pourquoi vous pourrez vous étonner en feuilletant le guide de dire, ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, 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 on a été hyper scientifique. Oui. On a dû être hyper scientifique. On aurait dû. Voilà. Tu n'as pas demandé la pression atmosphérique varie, la pression d'escalier? Voilà, vous avez peut-être des questions, parce que... Moi. Oui, oui. Alors, en fait, c'est pas des questions. Ou des remarques. Moi, s'il vous plaît. Par rapport, disons, à réflexion, par rapport au chef-d'œuvre, ça me paraît tellement subjectif que je me demande si le chef-d'œuvre ne serait pas à 2 doigts de la croûte quelquefois. Ça m'arrangerait, moi. Parce que je pourrais me dire, mes croûtes seraient à 2 doigts du chef-d'œuvre. Donc ça, c'est ma première question. Ma question, c'est, je ne vais pas souvent à un musée, et presque jamais, je dirais presque, bien longtemps, il y a bien longtemps que j'ai pas mis le pied dans un musée. Est-ce que, par exemple, ce guide est fait pour moi? Vous répondrez après. Et alors, dans le cadre de l'art contextuel, est-ce que ce que je viens de faire, c'est de l'art contextuel? Tournez la caméra, s'il vous plaît. Alors, sur le guide, je dirais comme le guide mène à rien, il est nécessairement fait pour tout le monde. Ah, Sauf si vous cherchez un guide qui mène clairement quelque part. parce que là, il fait tout à fait mon affaire. Voilà. D'accord. Donc, voilà. Il l'achète. Alors, effectivement, est-ce que ensuite cette remarque est de l'art contextuel? Oui, vous êtes dans la réception. C'est vous qui le faites. Nous, on n'a rien dit du tout. On n'a rien dit du là-dessus. Hein. Depuis le début, on n'a rien dit du tout. Donc, effectivement, on est dans voilà, la volonté de se saisir de quelque chose. Alors, ceci dit, la réception, elle existe tout le temps, y compris dans un musée, à l'égard d'une œuvre culturelle traditionnelle ou d'une œuvre sculptée, photographique, cinématographique, évidemment, bien sûr. Hein, mais là, c'est juste le fait que ça soit déporté vers quelque chose, un problème qui est plus un problème, disons, du présent et de la société. Parce que finalement, dans l'art contextuel, l'artiste est aussi un citoyen, d'une certaine façon. Est-ce qu'il peut vivre de son art? Alors, nous en vivons, en faisant autre chose. Ah oui. Alors, c'est vrai que c'est assez compliqué, parce que quel financement on peut obtenir parce que le financement, c'est en gros la diffusion. Hein, ça fait comme pour le cinéma. Je peux faire un film, mais si je n'ai pas de diffuseur, les producteurs fonctionnent comme ça. Quel diffuseur tu peux avoir? Si tu n'as pas de diffuseur, il n'y a pas d'argent. Hein, puisqu'il n'y a pas de retour, en fait, il n'y a pas de retour sur investissement. Et là, c'est vrai que c'est un peu le cas, parce qu'on a même fait un autre travail en 2008, d'art contextuel aussi, un peu. Oui, voilà, on a fait un album de coloriage, qu'on a distribué aux enfants, tiré à 300 exemplaires, et qu'on a distribué gratuitement aux enfants, donc c'était un travail en 2008, et au moment où on leur a distribué ça sur le marché de Noël à Caen, aux enfants qui étaient accompagnés, et donc voilà ce que c'était. Alors, voilà, donc ça c'était l'extérieur, c'était ça, voilà. Hein, l'album classique de coloriage. Et l'intérieur c'était ça, en fait. Hein, donc à chaque fois, on avait 12 dessins de SDF que nous avions rencontrés avant, et qui étaient proposés au coloriage. Il y avait juste leur prénom, leur âge, et puis dans la rue depuis tant d'années. Et voilà, alors ceci dit, on s'y est pris, on avait un protocole pour s'y prendre. D'abord, on a rencontré, évidemment, il fallait qu'on connaisse les gens. Et ensuite, on a appliqué un protocole, c'est-à-dire qu'on a présenté
à la personne qui a servi de modèle et qui était dans la rue, donc le projet, on lui a demandé son autorisation s'il était d'accord. On a expliqué le projet. Ensuite, s'il était d'accord, on l'a rémunéré. On a payé le cliché, comme on paye toujours un modèle quand on le prend en photo. Et ensuite, on lui a demandé de nous signer une autorisation ultérieure pour l'utilisation de son image, qui ne serait jamais la photographie, mais qui serait un dessin, qui serait retranscrite en dessin. Voilà comment on a procédé. Et donc, ensuite, dans les rues du centre-ville, on a distribué les 300 exemplaires aux enfants au moment du marché de Noël. Ce qui est, juste pour compléter, donc en fait c'était ça. Voilà. Et donc on abordait des parents, en réalité, qui avaient des enfants 5, 7, 8 ans, voilà. L'âge du coloriage. On leur demandait s'ils aimaient colorier. Oui, bien sûr. Est-ce que tu veux, voilà, d'accord. Et les parents prenaient cela, comme ça, et trouvaient ça joli. Alors, C'est-à-dire qu'il y a, non, ce que je veux terminer, c'est-à-dire que, une fois de plus, c'est pas, on ne voit pas les choses. On se remémore. Ça, c'est, il y a des gens qui ont travaillé sur la physiologie de la perception qui ont parfaitement démontré ça. Francisco Varela, entre autres, qui montre que, en fait, quand on regarde quelque chose, on a 80% de ce qu'on regarde qu'on ne prend pas en compte. On ne prend en compte que 20%. Et on voit quand même 100%, hein, et les 80% qui manquent, si je puis dire, c'est restitué par la mémoire. C'est-à-dire sur les mêmes zones cérébrales qui sont activées quand on a une perception en rêve. En rêve, on voit des images, hein, parfois très précis. Et ce sont les mêmes zones cérébrales qui sont activées au moment de la perception du monde réel autour de nous, comme ça. Et pendant les périodes de rêve. Et en fait, là montre que ce qu'on voit, c'est ce qu'on restitue de manière mémorielle. Donc, ce qui fait qu'on voit ça, et la première chose qu'on voit, c'est que c'est un joli album à colorier. C'est pas d'abord, tiens, ça s'est décalé, ou voilà. C'est intéressant aussi, hein, ça fait partie du contexte, si je puis dire, hein, de réception des choses. C'est la démarche qui est contextuelle. Aussi, oui. Parce que là, l'album de coloriage n'est pas nécessairement contextuel, c'est un enfant qui l'a dans la main. Oui, mais c'était les parents qui le prenaient d'abord. Non, on ne va pas s'en prendre aux enfants, hein, c'est pas la question. J'ai dit Mais simplement pour dire qu'effectivement, Vous leur avez expliqué ou pas? Les gens ne s'arrêtaient pas, enfin ils s'arrêtaient juste le temps de prendre l'album, mais finalement il y a eu très peu de gens qui ont demandé de quoi il s'agissait, ou alors ils regardaient derrière, ils disaient Hachi Hachi, ils ont été très rares les gens. Hein. Alors bon, c'était aussi le lieu, le moment, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Hein. C'est ce que dit Serge sur. Au niveau de l'aspect, Serge disait c'est un joli album, c'est un album, enfin, au niveau du traité du dessin, on a fait des dessins qui ressemblaient aux albums de coloriage type Disney, et au niveau de la couverture, quelque chose qui soit bien moche comme un album de coloriage. Ça ressemble, le guide ressemble. Le coloriage ressemble à un coloriage. Et c'est pour ça, mais c'est entre autres ça participer en même temps, quoi. au fait que ça passe tout seul, sans que les gens aient cherché un petit peu dans un premier temps. L'histoire de sa construction est intéressante. Oui, c'était. Alors, c'est ce fonctionnement-là, comme pour le projet pour le guide, c'est finalement un ensemble, et on espère bien, dans l'année qui vient, ça ne sera pas fini, parce qu'on va faire le site, il y a français et English, la partie English, elle ne fonctionne pas encore, hein, mais on va faire traduire tout l'ensemble des textes en anglais par des gens, il faut aussi des anglophones pour tout lire, qui accepteraient de le faire bénévolement, parce que à chaque fois c'est des projets bénévoles en fait, hein, qui fédèrent des gens, qui acceptent de lire, et ensuite on enverra, on contactera à nouveau tous les musées qui sont dans le guide, qui nous ont répondu, et en leur proposant d'aller voir sur le site. Et s'il y a une réponse, ce sera à nouveau de la matière, en fait. Ça sera ça, la matière peinture de notre travail, ça sera ça, en fait. Hein. Vous voyez, c'est les réactions des uns des autres, c'est le processus, quoi. C'est un processus. Hein. On est plutôt dans un processus dans le temps. Rassure-moi, tout n'est pas écrit en anglais dans le... Non, il n'y a qu'un certain nombre de... On les a laissés, alors des fois, on a des réponses en italien aussi, hein. On les a laissés dans la langue, on s'est posé le problème de savoir si on devait traduire. Alors au départ, c'est même, vous voyez comment le fait de travailler avec d'autres et le fait de ne pas être d'accord et de ne pas être des clones, comment ça peut servir, c'est qu'au départ, on n'avait pas du tout pensé
à mettre les réponses des... On n'était pas parti là-dessus. Et c'est venu en fait en cours, on s'est dit mais merde, ça fait partie. C'est même le cœur du guide, c'est même ça en fait, en réalité.